Quos cretandam abutere, Catilina pacientia nostra. Jusqu'à quand, Catilina, abuseras-tu notre patience? On a déjà sans doute traduit les latinistes présents dans la salle. C'est ainsi que Cicéron, je ne vous l'apprends pas, ouvre sa première catilinaire devant le Sénat romain en 63 avant notre ère. Dans cette question rhétorique, l'auteur des Tusculanes ne se contente pas de solliciter une réponse, définit le contexte, pointe du doigt l'accusé et instaure de facto une atmosphère de dignité et d'urgence. La question elle-même est performatrice, elle agit comme une inculpation, présente un verdict moral et politique implicite et prépare le terrain pour des actions futures. Ce moment d'ouverture de ce discours de l'emblématique, enseigné dans tous les cours de rhétorique, encapsule une forme puissante de performativité, illustrant comment le discours ne se limite pas à la description et à la représentation, mais vise également à affecter et transformer l'état des choses. L'orateur et philosophe romain n'emploie pas le langage de manière détachée ou neutre. Il utilise plutôt chaque phrase, chaque mot, comme une norme dans une guerre rhétorique qui a des conséquences bien réelles. Le choix des mots, par Cicéron, leur agencement, leur livraison sont soigneusement conçus pour produire des effets spécifiques. Par exemple, sa juxtaposition d'idées, d'arguments et d'exhortations vise à provoquer un changement d'opinion publique, à persuader le Sénat d'agir contre le fourbe Catilina et à consolider une position morale pour la République romaine. Dans ce sens, sa parole devient un acte public qui façonne la politique, influence le bien-être de l'État et même détermine la vie et la mort d'un homme. Car la performativité, comme le souligne James Austin dans son ouvrage How to Do Things with Words, n'est pas un attribut marginal ou occasionnel du langage, mais bien l'une de ses dimensions fondamentales. Austin introduit la notion que certains énoncés, qu'il a appelés justement performatifs, réalisent en eux-mêmes une action plutôt que de simplement décrire une situation ou bien de rapporter un fait. Ce concept s'applique de manière éloquente à l'analyse des catilinaires où Cicéron utilise son oratoire, non pas simplement comme un exercice de style, mais comme un outil politique puissant. Faisons un bond en arrière, de plusieurs millions d'années, avec l'apparition de l'espèce Homo erectus et Homo habilis. Ces premiers hominidés, dotés d'un volume crânien plus important et de larynx plus bas, avaient déjà les prérequis anatomiques pour des sons plus variés et une syntaxe plus élaborée. Cette évolution répondait à des besoins sociaux et cognitifs dans le contexte d'une vie en groupe de plus en plus complexe. Elle a non seulement permis une meilleure coordination dans des activités telles que la chasse, la cueillette, la défense, mais elle a aussi servi de catalyseur pour le développement de la culture, des institutions sociales et finalement des institutions judiciaires. Dans le domaine des humanités, la parole est non seulement un outil de communication, mais un acte performatif capable de créer des réalités, de définir des vérités et d'établir des normes morales et sociales. Son origine, tout en étant une question scientifique, englobe aussi une dimension métaphysique, ontologique de l'existence humaine. Elle est à la fois la clé de notre passé évolutif et le prisme à travers lequel nous comprenons et forgeons notre monde. Comme on le sait tous, l'évangile de Jean nous dit au commencement était le Verbe. En effet, le Verbe est le trait d'union entre l'abstrait et le concret. Si pour Hölderlin, le poète est l'intermédiaire entre les dieux et les hommes, pour le juriste, le Verbe est l'intermédiaire entre le dire et le faire. Il permet autant, dans les clauses contractuelles, la soumission que la libération, de contraindre et d'enjoindre le débiteur, mais aussi de le soulager de sa dette. Il est l'alpha et l'oméga de toute obligation conventionnelle. Le droit des contrats, pilier fondamental du droit civil, est le domaine où la parole devient action, où les mots se transforment en obligation et où la volonté des parties se matérialise dans le document écrit. Au cœur de ce domaine se trouvent donc les clauses contractuelles, ces éléments cruciaux qui définissent les droits, les devoirs, les responsabilités des parties contractantes. Mais au-delà de leur apparente simplicité, ces clauses renferment un potentiel profondément philosophique et linguistique. La théorie des actes de langage, conceptualisée, comme je l'ai dit, par Austin et également par John Searle, suggère donc que le langage ne se limite pas à la communication d'informations factuelles, mais peut également constituer des actes en soi.
Ces actes de langage, tels que les promesses, les déclarations d'acceptation de refus, les garanties, sont essentiels dans la formation et l'exécution des contrats. Ils ne sont pas seulement des énoncés de volonté, mais des actes juridiquement contraignants qui engagent les parties à respecter leurs engagements. Donc, le temps de cette présentation, on va explorer comment la performativité du langage s'inscrit dans les clauses contractuelles, comment les mots prononcés par les parties créent, modifient ou résilient des droits et des obligations. L'acte de promettre, par exemple, n'est pas seulement une déclaration de l'intention de faire quelque chose à l'avenir, mais une obligation en soi. Cette perspective transforme notre compréhension du contrat en un acte linguistique par excellence, où la parole devient le véhicule de l'engagement. Nous serons donc amenés également à considérer les implications philosophiques et juridiques de cette ontologie contractuelle. Comment cette approche change-t-elle notre compréhension de la responsabilité contractuelle? Comment le langage donne-t-il forme aux relations économiques et sociales? Quelles sont les limites de la performativité dans un contexte contractuel? En fin de compte, notre objectif est de dépasser la simple analyse linguistique pour aborder la question fondamentale de la signification et de la force des clauses contractuelles. Nous chercherons à comprendre comment les contrats, en tant qu'actes de langage, sont des dispositifs normatifs puissants qui façonnent les relations humaines et le tissu de la société. En somme, nous allons découvrir comment les mots, loin d'être des étiquettes passives, sont des acteurs dans la création et le maintien de notre ordre juridique et social. Et commençons par dire quelques mots sur la théorie des actes de langage développée par les philosophes linguistiques Austin et Searle au milieu du XXe siècle et qui représente un jalon majeur dans la philosophie du langage et a des implications profondes pour la compréhension des contrats. Cette théorie nous invite à dépasser la simple transmission d'informations par les mots, et ce pour explorer le langage qui veut constituer des actions en soi. Dans le contexte des contrats, il nous conduit à reconnaître que les énoncés contenus dans les clauses contractuelles ne sont pas simplement des déclarations d'intention ou des descriptions d'accords, mais des actes juridiques en tant que tels. L'importance de la théorie des actes de langage dans la compréhension des contrats réside donc dans sa capacité à révéler comment les mots prononcés et écrits engagent légalement les parties, créent des obligations et définissent les droits et les devoirs contractuels. Par exemple, lorsque, comme on dit, quelqu'un promet de faire quelque chose, cette promesse est en elle-même une action qui crée une obligation. De même, lorsqu'une personne accepte une offre contractuelle, son acceptation ne décrit pas seulement son accord, donc ce n'est pas seulement descriptif, mais l'établit réellement. C'est un acte de création. Lorsqu'une partie déclare qu'elle accepte les termes de contrat, cette déclaration crée instantanément, comme par l'opération de cet esprit, un engagement légal. Comprendre les contrats sous cet angle nous permet d'apprécier comment les paroles et les écrits peuvent donner naissance à des droits et à des obligations, et comment le langage est le tissu même des relations contractuelles. Demandons-nous maintenant ce que sont les verbes performatifs. Ceux-ci effectuent ou réalisent une action plutôt que de simplement la décrire. En d'autres termes, l'énonciation du verbe est en soi un acte. Dans le droit contractuel, les verbes performatifs assument un rôle aussi sacramentel. Ils sont le mécanisme par lequel les intentions des parties prenantes sont cristallisées en obligations légales. Des verbes tels que promettre, accorder, obliger, garantir transforment des intentions à la base subjectives en devoirs juridiques, eux, complètement objectifs. C'est en cela qu'ils servent de pont entre le monde normatif du droit et le monde descriptif du langage. Vous pouvez voir là quelques exemples de l'application dans les clauses contractuelles. Par exemple, le verbe garantir dans cette clause, dans une clause de garantie, crée une obligation de faire ou de ne pas faire, souvent sous peine de sanction. Le vendeur garantit que le bien est exempt de défaut. Au sein d'une clause d'arbitrage, le verbe convenir accepter signifie que les parties s'engagent à résoudre les différents pouvoirs d'arbitrage. Ce faisant, ils renoncent à leur droit de porter l'affaire devant les tribunaux étatiques. Idem pour la clause de confidentialité, où le verbe s'engager crée une obligation de discrétion, par exemple. Les parties s'engagent à ne pas divulguer les informations confidentielles. De même pour la clause pénale, le verbe être tenu de génère une obligation spécifique, souvent accompagnée d'une sanction pécuniaire. Le locataire sera tenu de payer des pénalités en cas de retard de paiement. La rigueur linguistique et juridique est donc impérative dans le choix et l'application de ces verbes performatifs, car une mauvaise formulation peut entraîner des ambiguïtés, des vides juridiques et, in fine, des litiges.
Les verbes performatifs, en transformant la parole en action, contribuent de manière décisive à cette probabilité de l'emploi de la contrainte, sculptant ainsi les contours du droit contractuel. Mais les verbes performatifs ne sont pas présents uniquement dans le droit contractuel, ils sont également omniprésents dans la langue courante, agissant souvent comme des instruments subtils qui cristallisent les intentions, les obligations et les relations sociales. Bien que leur présence soit peut-être moins formalisée qu'en droit contractuel, leur portée n'en demeure pas moins significative. Donc on peut voir quelques exemples qui sont en fait des protubérances de l'application qui est faite en droit contractuel. Lorsqu'on promet de faire quelque chose, le verbe promettre, c'est à créer une obligation morale ou sociale. Je promets d'être là à 18h. Cela crée une attente et peut engendrer une déception si la promesse n'est pas tenue. Quand on dit « je m'excuse », cela constitue en soi un acte de contrition, d'excuse, et implique un certain niveau de regret. Le fait de jurer également, utilisé pour affirmer fortement la véracité d'une déclaration. Je jure que je n'ai pas menti, je n'ai pas commis l'adultère, etc. Déclarer, dans certains contextes, comme un mariage, dire « je le déclare »,« je vous déclare mari et femme », représente un acte instantanément, de manière spontanée, de changement de statut légal et social. Dans un contexte professionnel ou institutionnel également, je vous nomme président est un acte qui confère effectivement un nouveau rôle à cet individu. Enfin, dire félicitations ne se contente pas de décrire un état d'être heureux pour quelqu'un, c'est également un acte qui confère une reconnaissance sociale de son accomplissement. En résumé, les verbes performatifs forment donc un composant essentiel de la dynamique sociale et communicative, bien au-delà des cadres formels ou juridiques. Ils sont les véhicules par lesquels les complexités des relations humaines sont non seulement exprimées, mais aussi façonnées. Les verbes performatifs et leur usage dans les clauses contractuelles ne peuvent se comprendre que dans un contexte. Et c'est ce que Ludwig Wittgenstein nous explique. Donc on va rapidement voir ce que Wittgenstein dit. J'avoue que j'ai un petit feuille pour lui, puisque je l'ai nommé mon chien après lui, donc je ne cache pas qu'il est cher à mon cœur. Donc pour Wittgenstein, disciple de Bertrand Russell, et que John Maynard Keynes un jour qualifié sobrement de Dieu, pour Wittgenstein, le langage ne doit pas être vu comme un système statique de signes et de significations, mais plutôt comme une série d'activités, ce qu'il appelle les jeux de langage, qui tirent leur sens de leur usage dans un contexte donné. Pour Wittgenstein, le sens d'un mot est son usage dans le langage. Ce postulat libère la sémantique de l'emprise de l'universalisme et la situe dans un milieu social et culturel, permettant une meilleure compréhension de la diversité des emplois des termes dans des contextes spécifiques. Les verbes performatifs, dans ce cadre, peuvent être envisagés comme des éléments centraux de certains jeux de langage spécifiques. Leur signification dépend intrinsèquement des règles et des attentes du jeu auxquelles ils appartiennent. Par exemple, le verbe promettre, dans un contexte contractuel, n'a de sens dans la mesure il répond à certaines conventions légales et sociales qui enrichissent l'utilisation. Ce sont les règles. L'acte de promettre est donc le coût dans ce jeu de langage, et sa réussite dépend du respect des règles du jeu, telles que la capacité juridique des parties, l'existence d'une contrepartie, une cause, etc. Wittgenstein a également introduit le concept de ressemblance familiale, pour expliquer comment les éléments d'un même ensemble peuvent partager des caractéristiques communes, sans pour autant être identiques en tout point. Appliqué aux clauses contractuelles, ce concept nous permet de comprendre comment différentes clauses peuvent être fonctionnellement similaires, tout en étant distinctes dans leurs détails. Par exemple, si on prend une clause de non-concurrence et une clause de confidentialité, ces deux clauses peuvent sembler différentes à première vue, mais elles partagent une ressemblance familiale en ce qu'elles visent toutes deux à protéger les intérêts d'une des parties contre des actions potentiellement préjudiciables de l'autre partie. Cependant, la manière dont cette protection est mise en œuvre peut varier considérablement, illustrant la variabilité intrafamiliale chère à Wittgenstein. À
Après Wittgenstein, on va pas voyager trop loin, on demeure outre-Rhin, et après avoir convoqué un philosophe autrichien, convions maintenant un philosophe allemand, Martin Heidegger. La formation des contrats est souvent abordée sous l'angle du formalisme juridique, mettant en avant les exigences d'un accord de volonté, d'un objet et d'une cause. Or, l'ontologie heideggerienne, émanant de son œuvre Sein und Zeit, être étant, peut nous offrir un cadre d'analyse enrichissant pour repenser cette question sous un angle phénoménologique et existentiel. Selon Heidegger, l'être humain, l'être là, le Dasein, est caractérisé par son être au monde, in der Welt.